fois, on avait fini l'exercice 2 hein, ensemble. On avait fini l'exercice 2, donc on a l'exercice 3. Alors, vous allez voir que l'exercice 3, il y a des points sur lesquels il n'est pas totalement clair. Donc, j'ai aussi à côté de moi le fichier Excel qui correspond à l'exercice 3, pour qu'on puisse le traiter sur Excel. Bon, donc dans cet exercice, on nous fournit un tableau des dépenses des ménages à prix courant, dans lequel on a un certain nombre de catégories. Alors il y a un de vos camarades mercredi qui m'a fait remarquer que les catégories n'étaient pas très claires, puisqu'il y avait les biens, les services marchands, le logement, les services non marchands. Donc il voyait le logement comme étant un service non marchand, enfin un service marchand, je ne sais plus, il n'avait pas totalement tort. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que tout ceci, c'est une classification dans laquelle on peut classer toutes les dépenses de ménage, de sorte que la somme de ces catégories donne le total des dépenses des ménages, d'une certaine manière. Je ne sais pas bien, je ne suis pas spécialiste des catégories, mais c'est bien ça. Hein. Biens, services marchands, logement, services non marchands, c'est des choses qui s'additionnent et qui sont exclusives l'une de l'autre. D'accord ? De sorte que lorsque l'on les somme, cela a un sens. C'est peut-être un premier point à indiquer. Donc, première chose à faire, on nous demande, ça va être à la page suivante, je pense que je vais mettre en plus haut, pour chaque année considérée, calculer les coefficients budgétaires associés à chaque catégorie de biens ou de services. Donc, on est d'accord que pour faire ça, la première chose à faire, c'est d'abord de calculer la dépense totale. Et donc, d'additionner colonne par colonne, faire une sommation colonne par colonne pour obtenir pour 1990, pour 2000 et pour 2010. Et puis ensuite, calculer le coefficient budgétaire étant la part de dépenses affectée à chacun des biens ou des services considérés. Donc vous avez calculé la dépense totale pour la première colonne. Trouvez 577,3, la deuxième 793,3, d'accord, c'est en milliards. Et 2010, c'est 1088, bon, tout le monde est d'accord avec ça? C'est juste une sommation, j'espère que ça ne pose pas de problème. Il faut le sommer. Et bien sûr, sur Excel, on a intérêt à le sommer en recopiant les cellules. On va le faire après rapidement, ça ne pose pas de problème. Bon, ensuite, le coefficient budgétaire. Les coefficients budgétaires, par définition, ils s'expriment en pourcentage, d'accord, puisqu'ils expriment les parts réservées à chacun. J'ai mis en bas la ligne des sommes des coefficients budgétaires, parce que c'est important dans le calcul de bien vérifier qu'on a bien sommé les coefficients budgétaires à 1. D'accord, il peut y avoir des preuves d'arrondi, mais il faut que à la fin ça fasse 1. Donc évidemment, je peux déjà remplir la dernière ligne en expliquant que la somme des coefficients budgétaires est égale à 100%, ce qui signifie qu'on a bien pris en compte l'intégralité de la dépense du ménage. D'accord ? Donc le premier coefficient budgétaire, qu'est-ce qu'on fait? On fait 316,4, effectivement. Sur la dépense totale, on fait 577,3. Et on trouve combien? 0, combien vous dites? 59. Donc ce que je vous propose, c'est que comme on l'a mis en pourcent, d'accord, on met 59%, c'est ça, vous avez mis 0,59. Ah, d'accord. Donc effectivement, avec un chiffre après la virgule, d'accord? Là, c'est assez raisonnable. Vous voyez, les données sont elles-mêmes avec un chiffre après la virgule. On va voir qu'on va avoir des problèmes ensuite. C'est pas grave. C'est bien. Vous voyez, c'est des ordres de grandeur. C'est en milliards là-haut. Mais vous voyez, c'est en milliards. Et en fait, ça a une précision de centaines de millions d'euros. 307,4. C'est pas très très précis. Ça serait inutile de mettre 3 chiffres après la virgule. Par contre, en mettre 1, c'est quand même assez raisonnable. Donc je le mets ici. Je le gomme parce que vous m'avez dit que c'était finalement 58, combien? 58, ah, ok, 54,8%. D'accord? Donc c'est clair pour tout le monde ce calcul. On va le faire la même chose pour la ligne d'en dessous. Pour la ligne d'en dessous, bah voilà, il faut diviser combien alors? Par toujours la même chose.
577,3. Et là, vous trouvez combien? 34,9, tout le monde est d'accord? D'accord. Donc ensuite, on va le faire pour cette année-là. Pas très passionnant, mais on peut s'échauffer le matin. Donc le logement, c'est combien? Oui, c'est 4,8. Divisé par... Ouais, c'est divisé par mon total. Et là, vous trouvez combien? 0,06. 6,0 alors. Vous voyez, si c'est vraiment 6%, je mets 6,0 pour indiquer que là aussi, j'ai une précision de un chiffre après la virgule. D'accord? Si je mets juste 6%, on va dire, mais c'est peut-être 6,2%. Oui? Ça pourrait être une discussion. Enfin, non, quand vous exprimez, vous pouvez très bien dire combien y a-t-il de femmes dans l'amphi. Vous allez me dire en proportion, vous allez dire c'est 0,5 ou c'est 50%. Bon, il me semble que c'est plus clair de mettre des pourcentages, non? Dès qu'on a un nombre qu'on compare à 1, eh ben on l'exprime en pourcent. D'ailleurs, on a aussi inventé le pour 1000. On pourrait aussi l'exprimer en pour 1000. Là, on pourrait dire c'est 548 pour 1000, et en mettant 2 zéros. C'est juste une manière de présenter les données. Je pense que c'est une bonne manière de présenter les données parce que dans Excel, vous avez un format pourcentage. Et tout de suite, ça indique. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté. Le jour de l'examen, enfin, de toute façon, à l'examen, ce sera un QCM. Vous n'avez rien à écrire, si ce n'est à cocher des cases. Et si vous mettiez pas un pourcentage, je ne vous retirerai pas de points. Mais c'est juste une manière d'être un peu rigoureux dans sa présentation. Si je vous dis le taux d'intérêt est de 0,05, ça ne parle pas beaucoup aux gens. Si vous dites le taux d'intérêt est de 5%, les gens comprennent que ça se ramène à 100. Un peu de la même manière. Hein. Un coefficient, vous avez raison, on peut ne pas l'exprimer de cette manière-là. Bon, c'est juste presque un point cosmétique, hein, justement de présentation. Je pense que c'est bien de bien présenter les choses. Et le dernier, c'est combien? C'est 1,3, d'accord? 4,3. Ok, donc je l'écris. 4,3. Bon, donc c'est bien d'avoir pris 4,3 parce que vous voyez, on vérifie bien qu'avec nos arrondis, ça somme à 100. Ok, vous voyez, ça somme bien à 100. Le dernier, on aurait pu le calculer par complémentarité. Il faut que ça somme à 100. Si ça somme à 99,9 et qu'on a mis un chiffre après la virgule, bah, c'est pas très rigoureux, c'est qu'on a perdu quelque part, un endroit quelque part. Dans ces cas-là, je ne sais pas ce qu'on fait. Soit on met deux chiffres après la virgule, soit bah, on bidouille un chiffre pour arriver à 100%. Soit. Comment? Voilà. Vous allez dire c'est 4,2. Et si je vous mets 4,2, vous voyez bien que le total ne fait pas 100. Ça fait 99,9. Donc, peut-être que c'est 4,2, c'est combien avec les chiffres après la virgule? C'est 4,23. Ouais, c'est plutôt 4,2. Donc, bah, c'est un vrai problème. C'est que vous voyez bien que finalement, c'est 4,23, donc c'est plutôt 4,2, vous avez raison. Le problème, c'est que si je mets 4,2 là, ça ne somme pas à 100%. Donc je suis pris dans un dilemme. Si les autres, je les ai bien arrondis, mais c'est logique, c'est tout à fait possible. C'est parce qu'en fait, on a tout le temps arrondi un petit peu plus bas que ce que c'était. Et donc à la fin, bah, avec 4 arrondis, ça nous fait manquer un dixième. On propose qu'on laisse 4,3, comme ça somme à 100, et on se dit, bah, c'est logique, quoi. D'accord? Après, bah, on peut choisir de mettre deux chiffres après la virgule. Pour régler ce problème, on pourrait mettre deux chiffres après la virgule. On aura toujours le même problème si ça somme à 99,99. Un peu un problème pas très intéressant. Ok, on peut compléter complètement ce tableau. Ce que je propose de le faire, c'est juste de le faire sur Excel parce que voilà, on a compris comment ça fonctionne. Donc les coefficients budgétaires, ils sont ici. Donc la première chose que je dois faire déjà, c'est d'avoir, c'est ce que j'ai calculé ici. Ouais. La première chose à faire, le tableau est ici, d'accord, dépenses des ménages, c'est celui-là. La première chose que je dois faire, c'est calculer le total. Donc pour faire le total, vous avez deux manières de faire. Soit vous additionnez, vous voyez, vous mettez un signe égal dans la cellule, soit vous y additionnez, soit vous utilisez une fonction d'Excel qui est la fonction somme. Et quand vous faites somme comme ça, vous voyez, si vous prenez le vecteur en question, B12, B15, et ben il somme tous les éléments de B12, B15. D'accord? Donc c'est la manière de faire une somme.
quand vous avez, évidemment, quand on n'a que 4, on peut les écrire à la main, mais quand on a une somme avec 50 éléments, on ne va pas les écrire à la main. Donc on utilise ce truc somme. On va juste de faire la somme horizontale, alors la somme dans ce qu'on indique des cellules en question. Ok? Donc j'obtiens ce résultat-là. Vous voyez que j'ai mis un chiffre après la virgule. Mais de toute façon, je ne peux pas avoir plus de précision puisque dans mon tableau, je n'ai qu'un seul chiffre après la virgule. Donc cette cellule, évidemment, somme B12, B15, je peux la recopier à droite. Puisque quand je vais la recopier à droite, elle va se transformer en somme C12, C15. Donc il n'y a aucun problème, je peux l'appliquer à l'ensemble du tableau. Ce que je fais, donc je fais CTRL-C, et après je fais CTRL-V, et je rentre, et j'obtiens tous mes résultats, d'accord? Ok. Donc, coefficient budgétaire, c'est ici. Donc on est d'accord que pour avoir le coefficient budgétaire du bien, on l'a fait, on prend la valeur du bien, 316,4, et on le divise par le total. Mais ce qu'on voudrait aussi, c'est avoir quelque chose qui soit recopiable en bas et à droite, pour remplir le tableau en un seul clic. Donc il faut mettre un dollar. Le dollar, on met. Exactement. On va le mettre devant le 16 au dénominateur, pour que, bien sûr, quand on va le recopier vers le bas, et ben, ça va rester sur le total. Donc on a figé, c'est pour ça qu'on le met devant le 16, parce qu'on veut figer la ligne. Donc on met bien un $16, et quand on va le copier à droite, ben, le B va se transformer en C, et ça, le 16 va rester le 16. C'est exactement ce qu'on veut faire. Donc le dollar, vous avez raison, il faut le mettre devant le 16, d'accord? On obtient le premier résultat. Moi j'ai mis 2 chiffres après la virgule. Voilà. Après on prend tout, et on peut totalement le recopier, d'accord? Et obtenir tous les coefficients budgétaires. Ok? Mathématiquement, puisque nous on a fait le calcul exact, enfin là on a fait le calcul, alors après on a fait le calcul avec 2 chiffres après la virgule, ces coefficients somme à 100 puisque on a bien utilisé tout le temps le même dénominateur. Donc ça somme à 1 si vous préférez. Donc vous pouvez, encore une fois sur Excel, vous pouvez avoir une plus ou moins grande précision, vous voyez, en regardant le format du nombre là-haut, d'accord, ajouter une décimale, retirer une décimale, et Excel fait les arrondis tout seul, d'accord. Et de la même manière, je peux décider, ah oui, c'est en pourcentage, je ne sais pas pourquoi, voilà, d'accord. Donc je peux, c'est en format que j'ai mis un format pourcentage, mais derrière, dans les calculs, si on fait un calcul avec ces chiffres-là, il va bien prendre ça comme étant 0,54881, d'accord. Il va le traiter comme étant, c'est juste une écriture, il met le symbole pourcent pour dire c'est les pourcentages. Donc voilà, on a fait les choses sur Excel. On revient à OpenBoard, donc, sur le truc. Donc là, c'est ma chère mère qui m'appelle. C'est ma mère. Et bon, elle ne se rend pas compte que je travaille le matin. Alors Excel, d'accord, donc vous regardez le résultat sur Excel, on ne peut pas le faire, c'est pas très intéressant. Surtout qu'on a des trucs peut-être plus importants après. Bon, dépenses des ménages à prix courant, calculer les indices de valeur pour 2000 et 2010, base 100 en 1990. Donc ça, on l'a déjà fait aussi souvent. Base 100 en 1990. Donc on est OK, c'est les indices de valeur. Alors, quand ils disent valeur, en fait, valeur, c'est la dépense à prix courant, ici, d'accord? Et surtout, il faut voir ça comme étant une valeur, c'est un prix multiplié par quantité, d'accord? Donc, P fois Q, c'est pour ça que je note ça PQ, comme ça, pour bien comprendre que quand on dit la valeur, c'est la valeur en euros, donc c'est un prix multiplié par une quantité. C'est un peu une notation. Donc, calculer les indices de valeur pour 2000 et 2010. Base 190. Donc la première chose à dire, c'est, ok, dès qu'on a une base 190, c'est bien précisé que, évidemment, en 90, ça vaut 100, parce que c'est la base dans laquelle on est. Bon, ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Là, dans cette case, qu'est-ce qu'on met?
Exactement. On prend la valeur en 2000, on le divise par 307,4 et on le multiplie par 100. Et on obtient combien? Combien vous obtenez? Ça fait combien? Ça fait 128,66. Ok? 128,66, donc là on a mis 2 chiffres après la virgule, on laisse 2 chiffres après la virgule, ça va. Donc ça fait une augmentation de combien? 28,66%. Ok? En 2010, ça fait combien? 168,77. Ok? Donc ça c'est bien égal à 534, d'accord, 534,0 divisé par 307,4, hein, d'accord, puisque c'est bien la base 100 en 90, multiplié par 100. Ce qui veut dire une augmentation de combien? D'accord, 68,77%. D'accord. Alors en utilisant 68,77%, c'est une augmentation sur 20 ans. On est OK? Comment vous pourriez calculer l'augmentation à l'aide de, sans connaître le tableau qui était au-dessus, d'accord? Donc on cache le tableau qui est au-dessus. Comment vous calculeriez le taux de croissance entre 2000 et 2010 ici? On sait que ça a augmenté de 68,77% sur les 20 ans. Sur la première année, ça a augmenté de 28,6%. De combien ça a augmenté entre 2000 et 2010? En ignorant ce tableau, hein, d'accord? En utilisant uniquement ce qu'on vient de faire. Comment vous pouvez en déduire le taux de croissance entre 2000 et 2010? Exact. On fait quoi? Moins. Attendez, l'indice de 2000 moins l'indice de 2010 moins 1? Non. L'indice de 2010 moins l'indice de 2000. Non, pourquoi il faut faire quoi, plutôt? Là, ce que vous faites, c'est... Ce que vous faites n'est pas totalement... C'est pas juste, mais c'est pas non plus totalement bête. Un indice, les indices, c'est des coefficients multiplicateurs. Donc, ce que vous devez faire, c'est faire une division. Ça revient en fait à faire un changement de base. Pour trouver le taux de croissance, ici, hein, je le mets entre 2000 et 2010, je note comme ça, hein, d'accord, ce taux de croissance, ben, simplement, vous voyez, il faut calculer le coefficient multiplicateur entre 2000 et 2010. Et le coefficient multiplicateur entre 2000 et 2010, c'est simplement 168,77 divisé par 128,86 ou 66, je ne sais plus, 66, d'accord? Ok? Donc il faut faire cette division. Ce n'est pas la même chose que l'addition, la soustraction. Évidemment, moins 1, d'accord? Je ne l'ai pas fait, c'était juste un rappel. Ce que je viens de faire implicitement, c'est un changement de base. Ok? L'indice, en fait, vous pouvez ignorer le tableau qui est au-dessus. Une fois que vous avez le tableau qui est en bas, tout se passe comme si vous aviez redéfini en fait l'unité à 100 en l'année 1990, et que donc les données étaient présentées de la même manière, mais les rapports entre les données sont les mêmes. Donc vous faites le même calcul que ce que vous feriez si vous aviez les données elles-mêmes. Prenez la valeur terminale, 168,77, divisé par la valeur initiale, 128,66, vous enlevez 1 et vous trouvez un taux de croissance en constant. Ok. Bon, on va peut-être pas faire tout ce tableau, parce que vous voyez que tout ce tableau, de la même manière, on peut le faire sur Excel. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on le fasse sur Excel rapidement, comme ça on aura tous les résultats en une seule fois, ok? Puisque le calcul qu'on vient de faire sur cette ligne, après il faut le reproduire sur toutes les lignes. On ne va pas faire un dialogue, ça fait combien, et quand vous avez le tableau, c'est quand même pas très intéressant. Donc si on le fait sur Excel, d'accord, c'est donc là. Donc là, comme on refait tout le calcul, on va le refaire ensemble, je le rends vierge. Ok? On met un égal. On prend au-dessus, bien sûr, la valeur en 1990.
Et vous voyez que sur la première colonne, c'est 100. Mais comme on veut que ça soit recopiable, qu'est-ce qu'on va rentrer? On va rentrer B12 sur B12, ça fait 1, multiplié par 100. Et la question après, c'est, évidemment, si on rentre ça, ça va nous faire 100. B12 sur B12, multiplié par 100, ça fait 100. On n'a pas fait grand-chose, quoi. On veut pouvoir la recopier, cette formule, et on veut pouvoir essayer de la recopier le plus possible pour, voilà, pour que ce soit le plus simple possible. Donc il faut que je mette un dollar quelque part. Le dollar, je vais le mettre où? Devant, exactement, devant le B en bas, parce que ce que je veux figer, d'accord, c'est bien la colonne 1990, ligne par ligne. Et donc en mettant le dollar devant le B, je fige le B. Donc ça veut dire que quand on va passer ensuite à la ligne en dessous, la ligne 13, le B va rester figé, mais évidemment, le 13 va bouger, ça va passer du plus au 13, et quand je le recopie à droite, le B ici restera figé, c'est exactement ce que je vais faire, puisque j'ai un indice base 100 1990. C'est pour ça que je mets le dollar ici. Ok? Oui? Le dollar sert à figer. Il sert, quand je recopie la cellule, c'est-à-dire que quand je la recopie, vous avez vu, tout se décale. Si je mets pas de dollar, et ben, si je la recopie à droite, le B va se transformer en C. La ligne 12 va se transformer en ligne 13 si je la recopie en dessous. Le dollar évite que ça se transforme, ça fige une ligne ou une colonne. Donc ici, je veux calculer un indice base 100 1990. Donc ce que je veux figer, c'est la colonne B dans tous mes calculs, puisque c'est la base 100 en 1990. Pour figer la colonne B, je mets le dollar devant le B. Je pourrais aussi mettre un dollar, on peut très bien mettre un dollar devant le B et un dollar devant le 12. Mais dans ce cas-là, le problème c'est que si je fais ça, évidemment en recopiant la colonne, la ligne, en recopiant la cellule, je vais tout rapporter à 316,4. Je vais figer l'intégralité. Donc il est tout à fait possible d'avoir des cas où vous avez dollar $B et dollar $12. Vous figez les deux. Dans ce cas-là, ça ne bouge plus, c'est votre base. C'est pas ce que je veux faire ici. D'accord? Donc c'est bien pour ça que j'ai fait ça. Donc en faisant ça, évidemment, je trouve 100. Et ensuite, je fais CTRL-C. Je fais CTRL-C, CTRL-V, et j'obtiens tous les résultats en un seul clic. D'accord? Tous les résultats qu'on cherchait en un seul clic. Donc ça, c'est bien des indices de valeur, parce que c'est des indices de valeur, c'est des indices de dépenses des ménages à prix courant. Évidemment, vous voyez, ils sont à prix courant, ça veut dire quoi prix courant? Peut-être c'est comme ça que je dois dire. Prix courant, ça veut dire que c'est les prix de l'année. Donc la dépense augmente parce qu'il y a de l'inflation. Elle peut aussi augmenter parce que les quantités dépensées, les quantités achetées augmentent aussi. Mais en tout cas, quand on regarde cette valeur, ça combine ces deux effets. Donc, tout ce qu'on veut faire après, évidemment, c'est les séparer en faisant des indices de Laspers et de Pache. Ok. Donc je reviens à ce qu'on faisait. Quel problème pose ce type d'indice pour analyser l'évolution de la dépense des ménages? Donc là, je pense que la réponse qui est attendue, c'est de dire que ce type d'indice mélange prix et quantité. J'imagine que c'est ça la réponse qui est attendue. Ça mélange prix et quantité. Et nous, ce qu'on voudrait, c'est tenter de séparer un effet prix et un effet de quantité, exactement comme lorsqu'on l'a fait pour essayer d'avoir un espèce d'effet de structure, en fait. D'accord? Donc c'est pour ça qu'on doit utiliser l'indice de Laspers et de Pache. Je pense qu'il n'y a pas grand-chose à dire de plus à cet endroit-là. Et donc on va ensuite cheminer dans l'exercice. Alors, ensuite on nous donne un tableau dans lequel on nous donne les prix et les quantités associés aux dépenses des ménages. Donc ce qu'on nous dit, c'est que la dépense en 1990, qui était 316,4 dans le truc précédent, c'est 1 €, d'accord, fois 316,4.
0,4 unités. D'accord? Donc c'est P fois Q. Ok? Donc c'est bien ça. On dit le prix c'est 1, et donc la quantité c'est 316,4. Évidemment, la somme des deux va faire, le prix des deux va faire 316,4. Bon, comprenez bien que, de manière un peu étrange, je trouve que cet exercice, j'essaierai de le refaire l'année prochaine parce que ça ne va pas, de manière assez étrange, c'est marqué en bas, les quantités sont exprimées en milliards d'unités. Bon, c'est pas très bien ce que c'est qu'un milliard d'unités de logement, je sais pas ce que ça veut dire, d'accord? C'est juste une manière de présenter les choses, évidemment c'est pour un exercice, mais c'est un peu étrange comme truc. C'est quoi un milliard d'unités de services marchands? Je ne sais pas exactement comment on mesure une unité de services marchands. C'est une manière de présenter les choses. Évidemment, vous voyez donc que quand vous prenez l'exemple de l'année 2000, par exemple pour les biens, okay, on a calculé précédemment l'indice de 2000 par rapport à 90, d'accord, de la valeur des biens. Et on avait trouvé combien? On avait trouvé 128,6, non c'est pas là, si 128, c'était 128,6. Ok? Donc on est d'accord que ce 128,6, c'est, dans mes notations, c'est bien le prix de l'année 2000 multiplié par la quantité de l'année 2000, du moins si la catégorie bien est une catégorie unique, un peu comme la pomme, divisé par le prix de l'année 90, multiplié par la quantité de l'année 90. Le tout multiplié par 100. Ok? C'est exactement ce qu'on a fait, parce qu'on a dit, voilà, la valeur V00, P90 sur Q90, c'est bien V90, et l'autre c'est bien V00. Donc évidemment, ensuite, ce qu'on peut faire, c'est que, par propriété de la multiplication, de la division, pas de la multiplication, vous pouvez très bien écrire ça comme étant P0 sur P90 multiplié par Q0 sur Q90, le tout multiplié par 100. Et évidemment, P0 sur P90, c'est égal à quoi? C'est bien l'indice des prix, voilà. P00 sur P90 multiplié par 100, c'est bien l'indice des prix. Donc ceci est bien l'indice des prix par rapport à 90, d'accord? Et puis Q0 sur Q90, c'est quoi? C'est l'indice des quantités, mais divisé par 100, parce que vous voyez, j'ai ces problèmes de 100 qui posent toujours un peu de problème, auxquels il faut faire attention. Donc souvent, je les oublie, moi, parce que je ne suis pas toujours très rigoureux. D'accord? Donc Q00 sur Q90, c'est bien l'indice de 00 et de 90 des quantités, d'accord, divisé par 100. Comment? Parce qu'un indice c'est toujours écrit, quand je fais le rapport des deux, c'est relatif à 1. Quand on fait un rapport des deux, c'est base 1, année 90. D'accord? Quand je fais un indice, je prends une base 100. Vous voyez bien que si je fais le produit de deux indices, ça me fait 100 fois 100. Et 100 fois 100, ça n'a pas bougé. Donc il faut que je redivise 1 par 100 pour obtenir du côté un indice. Non mais, quand je mets divisé par 100, vous êtes d'accord que j'aurais pu aussi diviser l'indice de prix par 100. Quand je mets divisé par 100, je peux étendre tout mon truc là comme ça. D'accord? Ça donne le même résultat, on est d'accord? Ça va. Peut-être que je trouve que la bonne manière de présenter les choses, ça serait plutôt à chaque fois, au lieu de raisonner en termes d'indices, ça serait de raisonner en termes de coefficient multiplicateur et après de passer en indice. Finalement, à chaque fois, cette histoire de sens, ça nous trouble un peu, alors que ça n'a pas d'intérêt. C'est juste une question de renormalisation à la fin. Si vous raisonnez sur les coefficients multiplicateurs, évidemment, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver que 1,286, qui est le coefficient multiplicateur, c'est égal à quoi? C'est égal à 1,1 divisé par 1. D'accord? Ça, c'est bien les prix, le coefficient multiplicateur des prix, c'est-à-dire 1,1, multiplié par
363,6 divisé par 307,4. Est-ce que c'est vrai ça? Donc ça fait 1,1 multiplié par, ça fait combien 363,6 divisé par 307,4? Combien? 1,26. Et alors, si vous faites... combien? 149? Ça fait 1,149, vous êtes sûr? Ok. Et donc, et si vous faites 1,1 multiplié par 1,149, ça fait 1,28, 6. Attendez, 1,1 fois 1,149, ça fait 1,28, 6. Ça fait 1,264. Non mais attendez, 363,6 divisé par 307,4, ça fait combien? Ok, tout le monde est d'accord. 1,1 multiplié par 1,149, ça fait combien? 1,260. 1,264. Ok. Donc vous voyez que c'est pas la même chose que 1,286. Et alors, vous dites ça marche pas? Comment? C'est bizarre. Je vous dis ça devrait marcher. D'un côté, on a bien trouvé 128,6 tout à l'heure. D'accord? Donc il y a un problème. Ça marche pas. Donc c'est quoi le problème? Alors c'est l'arrondi. Ouais, enfin bon, vous voyez, quand vous êtes... bon, très bien, c'est un problème d'arrondi. Vous avez certainement raison. Le problème, c'est que quand on a un exercice comme ça et que vous posez une question et que le résultat il doit être exact, puisque c'est une relation mathématique qu'on a montrée, et que bon, 1,28, 6, c'est pas exactement la même chose que 1,264. C'est un arrondi quand même, c'est très approximatif, quoi. D'accord? 26,4, c'est pas la même chose que 28,6, on est d'accord, c'est quand même assez éloigné. Il y a un écart qui est quasiment de combien de pourcents? De 4%, non, de 10% entre les deux. Une erreur de 10%, quoi, en relatif. Donc c'est un problème. Donc le problème, en fait, c'est quoi? Le problème, c'est que si vous faites ici, si vous regardez ce tableau-là, vous voyez que 1,1 fois 363,6, c'est égal à combien? Ça devrait être, ça c'est P 2000 multiplié par Q 2000. C'est égal à combien? Pour les biens, hein. C'est égal à combien ça? 399,96. Ok? Et donc ça devrait être la valeur de la dépense en biens pour l'année 2000. Ok? Et si vous regardez dans le tableau précédent, donc 399,87, si vous regardez dans le tableau précédent, vous voyez que c'est pas à 399,96, c'est à 407,1. Donc il y a une incohérence en fait entre les deux tableaux. Donc il y a une erreur dans l'énoncé, enfin, une erreur dans l'énoncé, peut-être liée à des arrondis ou un manque de rigueur de celui qui a fait l'énoncé. D'accord? Donc on est parti sur un exercice un peu foireux. Donc ce que je vous propose, c'est que pour régler cette question, on peut aller sur Excel, je cache OpenBoard, d'accord, et on peut tenter de reconstituer, d'accord, au départ on a ce tableau là, c'est le tableau qui est donné par l'exercice, c'est celui que j'ai mis là, je vais copier, hein, d'accord, mais en fait, vous voyez, ce dont on se rend compte, c'est que si on reconstitue les dépenses à partir des informations qu'on a sur les prix et les quantités, c'est pas les mêmes, c'est pas cohérent. Donc ce qu'il aurait fallu, c'était au départ présenter un tableau qui soit cohérent, les deux tableaux qui soient cohérents. Ce que je vous propose, c'est de reconstituer le tableau qui soit cohérent pour pouvoir après répondre de manière rigoureuse à l'exercice ou pas d'ailleurs, mais en tout cas on peut le vérifier. Donc pour faire ça, je fais un petit tableau ici, dépenses reconstituées avec prix et quantité, d'accord? Et donc dans ce tableau, qu'est-ce que je vais faire apparaître? Là, je vais faire apparaître le prix de 90,
d'accord, multiplié par la quantité de 90 qui est là, puisque mon premier tableau c'est prix et quantité. Et ce que je veux, c'est recopier cette cellule. Est-ce que cette cellule est recopiable? Est-ce qu'il faut que je mette $1? Ben non, parce que ce que je veux faire, c'est que case par case, je veux faire le prix avec la quantité. Et vous voyez la manière dont je vais présenter les données, bah, effectivement, à chaque case, je vais faire le produit de ce qui est sur la colonne, sur la ligne 3 ici, avec quelque chose qui est décalé de 4. Et donc c'est en recopiant cette cellule, sans mettre de dollars, et ben, tout va bien se passer. D'accord? Parce qu'à chaque fois, je vais décaler et je vais avoir tout le temps l'écart de 4 entre les deux, et donc je n'ai pas besoin de mettre de dollars. Donc je la rentre. Ok? Je la rentre et je la copie, d'accord? Et en le rentrant à la copiant, j'obtiens le résultat. Je vérifie en faisant la somme pour le total. Je reconstitue l'intégralité du tableau, donc je le fais aussi pour les totales, d'accord? Donc là j'ai sommé la colonne. Et je peux bien sûr aussi recopier cette cellule de sommation pour en déduire le truc. Et là, vous voyez, vous pouvez comparer les deux tableaux, quoi. Là, vous avez le tableau tel qu'il devrait être, avec les données de prix et de quantité pour que ce soit cohérent et que tout fonctionne bien. Et donc, on ait le résultat dont on a parlé, d'accord? Et puis là, vous avez le tableau tel qu'on nous l'a donné. Bah, effectivement, vous voyez que c'est pas exactement le même. Bon, alors, c'est pas non plus... bon, sur les totaux, par exemple, il y a des petites différences. Enfin, il y a des petites différences, mais ces petites différences, elles peuvent... la plus grosse différence, c'était d'ailleurs pour l'année 2000, là, d'accord? 399 et 407. Bon. Donc c'est pour ça que quand on répond à la question, bah, c'est pas cohérent, d'accord? Donc après, c'est ça qui nous pose problème dans l'exercice. Ce qu'il aurait fallu, c'est au lieu de donner dans l'énoncé le tableau qui est ici en bas, donner plutôt celui qui est à droite, pour que tout se passe bien. D'accord? Il faudrait retraiter l'exercice de cette manière-là. Ça veut dire aussi que, dans ce cas-là, les coefficients budgétaires eux-mêmes, il faut les recalculer. Il faut les recalculer, puisque c'est plus les bons coefficients budgétaires. Enfin, c'est les coefficients budgétaires qui ont été calculés avec ce tableau-là. Donc, si on a besoin après de coefficients budgétaires qui soient cohérents avec des prix et quantités, bah, les coefficients budgétaires qu'on met, vaut mieux les obtenir, les calculer avec ça, d'accord, divisé par ça, avec le nouveau tableau, que je le fais, et ici en mettant un dollar, bien sûr, le dollar, je le mets devant le 7, d'accord, puisque je fais le coefficient budgétaire tout le temps par rapport à la somme. Donc là, je calcule le nouveau coefficient budgétaire, je la recopie, d'accord, je l'ai recopié et j'obtiens les coefficients budgétaires, non pas à partir du tableau qui est sur la gauche, mais avec le tableau qui est de l'autre côté, d'accord, ce qui est le tableau qui est cohérent de manière à ce que les valeurs soient bien des prix multipliés par des quantités. Parce que si les valeurs ne sont pas des prix multipliés par des quantités, l'exercice, on va avoir du mal à le faire, on va avoir des problèmes. Ok? Donc désolé pour cette légère incohérence, enfin, cette incohérence dans l'énoncé. Bon, ça nous permet de réfléchir en même temps. Bon, donc là je mets ok, donc évidemment, si on avait calculé avec les données, on aurait bien trouvé le bon résultat, 1,264. Et ça aurait fonctionné, on aurait trouvé 126,4 comme indice, et pas 128,6. Revoir le tableau des dépenses. Ok, oui? C'est ça, c'est qu'en fait, vous voyez bien que le produit des prix par les quantités,
est différent de ce qu'on a dans le premier tableau. On a trouvé 407, alors que en fait, si on utilise les données qui sont ici, on trouve 392,96. Donc le premier tableau n'est pas cohérent avec le second. Ou si vous préférez, c'est le second qui n'est pas cohérent avec le premier. Et on va avoir du mal à reconstituer le second tableau en ayant le premier. Il faudrait qu'on magouille pour trouver des bons prix. Ce que je dis juste, c'est refaisons le tableau en ayant vraiment V égale PQ. Parce que V égale PQ, c'est quand même le truc de base dont on a besoin. Si ça, c'est pas vrai, bah, évidemment, ça ne va pas fonctionner. C'est la démonstration que j'ai bien commencé comme ça. J'ai dit, c'est P fois Q. Alors pour 316,4, ça marche parce que c'est 1,0, c'est bon, mais pour le 2000, ça marche pas. Donc, évidemment, du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas trouvé le résultat. Et bien sûr qu'on a le résultat en utilisant le bon tableau. Donc, montrer que l'indice de valeur peut être calculé comme le produit de l'indice de prix et de l'indice de quantité. Donc, c'est bien ce qu'on a fait. Ok. Ce n'est pas le produit de l'indice de prix et de l'indice de quantité, c'est le produit de l'indice de prix et de l'indice de quantité divisé par 100. D'accord. Là aussi, il y a une erreur dans l'énoncé. Parce que si on fait 100 fois 100, on va trouver un truc qui vaut 10 000. Donc, ça ne va pas aller. D'accord. C'est bien le produit de l'indice de prix et de l'indice de quantité divisé par 100. Ou pour y raisonner directement en termes d'équation du tout. Ok. Expliquez la différence entre un indice de Laspers et un indice de Pache. Alors, c'est quoi la différence entre un indice de Laspers et un indice de Pache? Oui. Un indice de Pache, c'est prospectif, donc ça se base sur l'année N, alors qu'un indice de Laspers, c'est rétrospectif, donc ça se base sur les données de l'année. Oui, alors, je vois bien, vous avez raison, mais en même temps, quand vous dites ça se base, c'est une expression peut-être un peu malheureuse parce que, voilà, je vois ce que vous voulez dire quand vous dites ça se base. Mais quand on dit la base, c'est ce qu'on va mettre au dénominateur. Vous êtes d'accord, c'est pas un indice de Pache, c'est quelque chose où on compare tout le temps l'année N à l'année 0, mais bien sûr c'est l'année 0 qui sert de référence. Et donc quand vous dit ça se base sur l'année N, ça se base d'une certaine manière. Donc essayez de le redire d'une manière un peu différente pour justement tenir compte de ça. En fait, c'est quand on fait un Laspers des prix. Pardon. Ok, donc vous dites un Laspers des prix. Alors moi je le note comme ça, hein. De l'année N par rapport à 0 des prix. C'est la bonne notation, c'est pas mal. C'est ça qu'on met dans les interros, etc. Parce que vous voyez que on dit bien que c'est un L, c'est l'Asper, d'accord. C'est N par rapport à 0, donc tout le temps mettre l'année terminale et l'année initiale. C'est N par, c'est bien ça, on passe par rapport à l'année 0, et puis on met entre parenthèses P pour verser les prix. Donc ce l'Asper de l'année des prix, il est égal à quoi? 100 fois, ouais. La somme Ouais. de I allant de 0 allant de 1 à N. Ouais. Des prix des biens I en année 0 multiplié par les quantités N. Là en fait c'est P, enfin, je sais que c'est PIN fois QI0, je sais pas comment. Alors moi je trouve que, effectivement, ce que vous allez comparer, il faut dire comme ça. Il faut dire, c'est un indice de prix. Donc ce qu'il faut, c'est comparer d'une manière ou d'une autre les prix de l'année N au prix de l'année 0. Le problème, c'est que P, c'est pas un nombre, c'est un vecteur. Puisqu'on utilise ce qu'on appelle un indice synthétique. Ça, c'est la première chose à dire. Ça s'applique à l'évolution d'une grandeur synthétique complexe. On veut regarder comment évolue un vecteur. Donc évidemment, on ne peut pas diviser un vecteur par un autre vecteur. Il y a plusieurs prix. Quand on dit un vecteur, c'est plusieurs données. Donc le problème, c'est que on doit faire apparaître une pondération. Donc c'est ça la somme, oui. En fait, est-ce qu'on écoutait les quantités, non, est-ce qu'on écoutait en N, les quantités fonctionnaient en 0, par rapport à la liste des valeurs en année 0. Moi j'ai une notation pour le somme, c'est que quand j'ai un vecteur, d'accord, quand je fais la somme des PIQI, vous voyez déjà j'ai du mal à le dire, de I égale 1 à N, alors allez dire ça à l'oral, la somme de I égale 1 à N des PIN, QIN, vous voyez déjà, vous passez pas mal de temps à l'écrire, d'accord. Une manière assez compacte de l'écrire, c'est d'utiliser la notation produit scalaire. Et en plus, non seulement elle est compacte, mais elle est pratique. Parce que, attention, c'est un faux ami. Le point que j'ai mis ici, c'est pas une multiplication, on est d'accord? C'est un point comme un produit scalaire. C'est-à-dire que vous prenez un vecteur,
et un autre vecteur, et vous les multipliez terme par terme, et vous additionnez. D'accord? C'est bien ça, on comprend tous comment on calcule la valeur de son caddie en fonction de ce qu'on a acheté. Donc, quand on change la valeur du caddie, on fait un produit scalaire. Donc, on est d'accord que ce qui est au dénominateur, déjà, c'est bien la dépense en 0. P0, scalaire Q0. C'est la valeur du panier en 0. Et ce qui est au numérateur, c'est quelque chose auquel on a figé les quantités, et là vous avez raison, dans une année de base qui est l'année initiale. Donc on a calculé la valeur du panier à la date n en faisant comme s'il y avait dedans, il y avait la même composition du panier qu'à l'année 0. Mais on applique les prix de la date n. Donc la différence entre les deux est bien liée à l'augmentation des prix. Donc on a figé les quantités pour calculer un prix, un indice de prix, pour calculer l'augmentation des prix, et on les a figés à l'année initiale. Et c'est en ça que c'est un indice de l'Asper. Parce que l'année de base, comme vous l'avez dit, c'est bien l'année initiale. Et c'est dans ce sens-là. Ok? Donc maintenant, vous dites l'indice de... Donc vous avez compris ma notation scalaire, c'est important cette notation scalaire. À chaque fois que j'ai ce raisonnement-là, je dis, regardez, vous cherchez en fait un indice de prix. Un indice de prix, c'est nécessairement comparer le prix d'une année au prix d'une autre année. Sauf que ça, vous ne pouvez pas le faire avec un vecteur. Donc ce que vous devez faire après, pour pouvoir le faire, il faut le combiner avec quelque chose. Et donc ce avec quoi vous le combinez, évidemment, vous mettez la même chose en haut et en bas. Q0 et Q0. D'accord? Ils ne s'annulent pas, ils ne s'en vont pas. Parce que c'est un scalaire. Vous ne pouvez pas les enlever. Mais c'est bien ça. Vous n'avez tenu compte que d'un effet prix. C'est bien Pn sur P0 qui forme la base de ce que vous cherchez à calculer. Donc on est OK aussi que dans ce cas-là, avec ce même raisonnement, si on avait calculé, on peut très bien calculer un indice de l'Asper des quantités. C'est quoi un indice de l'Asper des quantités? Exactement. Cette fois, vous devez comparer Qn à Q0, d'accord? Bah, c'est un vecteur, vous ne pouvez pas le comparer. Vous ne pouvez pas dire de combien ça va augmenter en termes de bananes, de pommes, etc. Il se trouve que c'est une augmentation moyenne du panier. Et pour le faire, vous devez utiliser le prix, et le prix que vous utilisez, c'est le prix en 0. Donc là aussi, de l'Asper, c'est bien prendre comme base initiale l'année initiale. Bon, le pH des prix, c'est égal à quoi? C'est égal à Pn, alors pas fois, scalaire, d'accord? J'exprime, je vais citer de mettre que c'est scalaire parce que pour vous rappeler que c'est un vecteur. Parce qu'après vous allez dire, on peut le barrer. Ben non, d'accord? Pn, scalaire Qn divisé par P0, scalaire Qn. Donc là, on voit bien aussi qu'on compare Pn à P0. Donc ça, c'est l'ingrédient de base qui montre que c'est bien un indice de prix, et pas autre chose. D'accord? Mais évidemment, l'élément qu'on maintient constant, cette fois, c'est l'année terminale. Et puis, le scalaire, le pH des quantités, c'est quoi? 100 fois, quoi sur quoi? Pn, pas fois, scalaire Qn. Divisé par Q0. D'accord? Ok. Multiplié par 100. Bon, donc on a expliqué la différence. On l'a défini. Ok. Après, il y aura d'autres questions qui se posent. Oui? Ouais, on peut même multiplier 3 fois, 4 fois si vous voulez. Heureusement que vous êtes là pour corriger quand même. Sans vous, je serais perdu dans mes chiffres tout le temps. Ok? Bon, il n'y a rien d'autre à dire. De toute façon, vous avez un avantage cette année par rapport à la dernière, c'est que quand vous êtes interrogé par un QCM, vous n'avez pas besoin d'expliquer, il suffit simplement de donner le résultat. Pas besoin de faire de la littérature, vous cochez la bonne case. Mais vous allez voir, c'est le QCM, c'est pas forcément simple. Hein. Et n'oubliez pas qu'il y a des points négatifs au QCM. Bien sûr, il y a des points négatifs au QCM.
regardez, je l'ai déjà fait la semaine dernière. Imaginez que vous avez une question, c'est toujours, il n'y a qu'une seule réponse qui est juste. D'accord? Vous avez 3 possibilités. A, B et C. D'accord? Ce que vous faites, c'est que vous mettez plus 0,5 pour la question juste. D'accord? Et si l'étudiant coche, l'étudiant peut ne pas cocher. Hein. Vous pouvez ne pas cocher. Si vous ne cochez pas, vous ne gagnez rien, vous ne gagnez pas de trucs. Et donc, si vous cochez, d'accord, eh ben, il est logique que les 2 réponses fausses donnent lieu à un retrait de 1/4 de point. Pourquoi? Pourquoi 1/4? Pourquoi pas 1/2? Pourquoi pas 0,1 ou autre chose? Pourquoi j'ai mis 1/4 et pas 1/2? Parce que ce que je veux, c'est que, ce qu'on souhaite, ce qu'on veut, c'est qu'un étudiant qui cocherait au hasard, d'accord, cocherait toutes les cases au hasard, et ben il est comme note, comme espérance de note, 0. D'accord? Qu'il ait la même note que celui qui ne cocherait rien. Donc regardez, ici vous avez une chance sur 3 d'avoir le juste. Une chance sur 3 d'avoir juste, ça fait, c'est calculer l'espérance de la loterie, c'est comme ça fait 1/3 pour 0,5, plus 1/3 pour moins 0,25, plus 1/3 pour moins 0,25, ça fait exactement, ça fait 0. D'accord? Donc l'espérance que vous pouvez obtenir en cochant de manière aléatoire, c'est 0. Donc comme vous êtes averse au risque, eh ben, vous n'allez peut-être pas le faire et du coup vous préférez ne pas cocher. Vous répondez qu'aux réponses où vous êtes sûr d'une certaine manière. Si vous le faites au hasard, vous pouvez avoir un résultat négatif. Vous pouvez aussi avoir de la chance, à la fin avoir un super résultat. Si vous recopiez sur votre voisin et que votre voisin n'est pas bon, et qu'il n'est pas très sûr de lui, vous voyez, ça ne va pas aller. C'est aussi bien de mettre des points négatifs pour pas que vous recopiez sur votre voisin. De toute façon, le jour du QCM, c'est une industrie QCM, les questions ne sont pas dans le même ordre entre les voisins, et les réponses non plus. Donc ça rend le copiage un peu compliqué, parce qu'en fait, chacun a sa grille, et la grille de votre voisin n'est pas la même que la vôtre. Et comme on a autant de grilles que d'étudiants, exactement, ça va être un peu difficile pour vous de trouver celui qui aurait le même nez que vous. Donc ça ne peut pas fonctionner. D'accord? Donc il y a un mélange aléatoire qui évite, qui réduit le rendement du copiage. Bon. Ok. Donc il y aura tout le temps ce système-là, d'accord? Et donc vous voyez, si de la même manière, s'il y a une question avec 4, eh ben, il faut appliquer le même truc. Donc il y a une question avec 4, c'est sur 0,75, donc mettons moins 0,5. Donc de manière à ce que, effectivement, cette fois pas la chance que vous avez moins. Bon, je vous propose qu'on fasse une petite pause. Ok. Tout le monde n'est pas trop fatigué, mais quand même, pas trop long la pause. Il faut bien finir la DE. Voilà. C'est pas grave. Ok. Calculer un indice de prix de l'Asper pour 2000 en prenant 90 comme référence. Ok. Donc l'indice de l'Asper des prix de 0,0 par rapport à 90 de prix. On nous demande de le faire d'abord directement, puis à partir des indices élémentaires. Donc, la formule qu'on a vue, c'est un indice de l'Asper des prix, c'est bien comparer les prix de 2000 au prix de 90, d'accord? Et en figeant les quantités de 90, d'accord? Et en multipliant par 100. Bon, au dénominateur, P90 fois Q90, c'est quoi? C'est juste la valeur en 90. Donc on l'a déjà calculé, on l'avait calculé, on a obtenu un certain nombre. Au numérateur, il nous faut combiner quoi? Il faut combiner ceci, les prix de 90, oh là là. Ok. Là, il nous faut bien combiner quoi? Il faut bien combiner les prix de 2000, d'accord, qui sont ici, aux quantités de 90. On est ok? Donc il faut écrire un truc du genre, il faut être courageux, hein, 1,1 fois 316,4 plus
11,3 fois 20,2, donc on fait un produit scalaire, hein, plus 19,6 fois 2,3 plus 10,5 fois 3,0. Et au dénominateur, on avait déjà calculé, la somme, donc c'est la valeur en P0, Q0 qu'on avait calculé sur Excel tout à l'heure. Donc j'ai pas envie de la réécrire, on l'a regardé, on multiplie ça par 100 et on trouve combien? Vous avez trouvé combien? Vous l'avez fait ce calcul assez rébarbatif? 127,23. D'accord, donc ça ressemble à quelque chose. 127,23. Ok. On peut. Vous êtes d'accord? C'est bon? Je vais mettre ce qu'il y a au dénominateur, c'est parce que je ne le connais pas, donc il faudrait que je regarde sur mon ordinateur pour le savoir. Donc ça c'est. On le fait d'abord directement. Donc le faire directement, c'est simplement utiliser sur Excel les sommes prod, partir directement de ces données. Le faire à partir des indices élémentaires, c'est faire quoi? Évidemment, ce qu'on veut, on a des indices élémentaires pour chacun des biens. Donc entre 0,0 et 90. Et ça, on l'a pour chacun des biens, sachant qu'on a chacune des catégories, de I égale 1 à I égale 4. D'accord? Donc ceci est un indice élémentaire. Vous voyez, pour noter un indice élémentaire, je mets I et je mets PI pour dire c'est un indice pour un bien, d'accord? Pour un bien en question. Donc ça, c'est la manière dont le prix d'un bien a augmenté. Donc, typiquement, 10%, enfin 110 pour le bien entre 1990 et 2000, d'accord? Et je peux calculer tous ces indices élémentaires pour chacun des biens considérés. Et ce que je veux, c'est que mon indice de Lasper, évidemment, ce soit une forme de moyenne de ces indices élémentaires. Si un prix a augmenté de 10% et l'autre de 20%, l'augmentation générale du niveau des prix, c'est quelque chose qui moyenne 10 et 20%. Mais qui moyenne comment? Qui moyenne en pondérant par le poids du bien dans votre consommation. C'est logique, d'accord? Vous avez un prix qui a augmenté de 10% et l'autre de 20%. C'est quoi l'inflation? L'inflation, c'est entre 10% et 20%, c'est pas trop. Ça sera proche de 20% si le second bien est le bien que vous consommez le plus. Et ça sera plutôt 10% si le bien que vous consommez le plus, c'est celui dont le prix a le moins augmenté. Donc, quand vous allez faire la moyenne, vous allez tenir compte de quoi? Vous allez tenir compte du poids de chacun des biens dans votre consommation. Donc, vous allez pondérer par ce qu'on appelle les coefficients budgétaires. Les coefficients budgétaires. Ces coefficients budgétaires, je note ici alpha, ces coefficients budgétaires, et les coefficients budgétaires, puisqu'il s'agit d'un indice de Lasper, on les prend à quelle date? On les prend à la date initiale, d'accord? Mais parce que c'est un indice de Lasper, on le fait, on va les prendre à la date initiale, parce que c'est un indice de Lasper, d'accord? Donc, ce sont les coefficients budgétaires, et bien sûr, alors là j'utilise le signe somme, parce que je ne peux pas vraiment faire autrement, quoi. Ouais. Bien sûr, c'est la somme de I égale 1 à 4, puisque j'ai 4 biens, des indices élémentaires pondérés par les coefficients budgétaires. Et bien sûr, les coefficients budgétaires, ils somment à 1, donc il s'agit bien de faire une moyenne pondérée. C'est bien une moyenne pondérée, parce que mes alphas, ils somment à 1. Donc pour calculer le Lasper de cette manière-là, j'ai besoin de connaître les indices élémentaires de prix et les coefficients budgétaires initiaux. Et je dois obtenir exactement le même résultat. Les deux définitions sont identiques, c'est la même chose. C'est une propriété mathématique, d'accord? Donc l'indice de Lasper, effectivement, peut-être qu'on comprend mieux comme ça. Vous dites c'est simplement l'indice de Lasper des prix, qui est une mesure de l'inflation, la mesure officielle de l'inflation dans tous les pays du monde. C'est juste regarder la manière dont les biens ont augmenté, un par un, et puis faire une espèce de moyenne de toutes ces augmentations, mais une moyenne par quoi? Qui reflète le poids du bien en question dans votre dépense. Donc évidemment, et ce poids, il est reflété par quoi? Par les coefficients budgétaires. Vous donnez plus de poids au poste dans lequel vous dépensez le plus. D'accord? C'est intuitif, et ça nous donne le même résultat. C'est ça qui est important à comprendre, c'est que c'est la même chose. Faire les deux techniques, c'est la même chose. On a fait la démonstration mathématique en cours. Je
pense qu'il n'est pas utile à regarder, d'accord? Donc on doit avoir le même résultat. Donc c'est une autre manière de calculer l'indice de l'Asper. Donc pour calculer cette manière, ben, il nous faut calculer les indices élémentaires, utiliser les coefficients budgétaires et regarder. D'accord? Donc je peux peut-être commencer comme ça à le faire, mais c'est quand même... c'est assez... Enfin, ce calcul-là, j'ai pas envie de l'écrire parce qu'il est lourd à faire. Il est lourd, on va le faire sur Excel. Vous l'avez fait sinon? Est-ce que vous avez trouvé le même résultat? Bah, mais c'est pas sur 27,23. C'est sur 27, combien? C'est 113,17. Oula! Oula! Imaginez, souvent, si vous allez voir les syndicats, vous leur dites oui, il y a eu 27% d'inflation, 13% d'inflation, ils vont vous dire, mais attendez. Non, mais je veux dire, le premier résultat là, en fait, c'est 113,17. Moi aussi, j'ai trouvé ça. Ah d'accord. Bon, on va vérifier sur Excel. Ce que vous dites, c'est que ça, c'est pas 127,3, c'est combien? 113,17. Ok. Et là, vous avez trouvé la même chose alors? Bon, bah c'est très bien. Donc on va vérifier ça sur Excel. On ne se trouve pas sur Excel parce qu'on va peut-être pas le refaire, d'accord? Donc on va aller regarder, voir un peu ce que ça donne sur Excel. Donc je cache Open Board, ok? Et on me demande de calculer l'indice de l'Asper. Et pour ça, on propose deux stratégies. Donc c'est là, hein, l'indice de l'Asper, c'est 2000. Vous voyez, je l'ai noté de la même manière. 2090, c'est la case où je suis là, d'accord? C'est 2090, 2000 par rapport à 1990 pour les prix. Donc directement, il faut faire un sum prod. Parce qu'un sum prod sur Excel, c'est faire un produit scalaire. Vous êtes d'accord? Donc sum prod de quoi? Au numérateur, regardez, là on a les prix et les quantités, c'est là où ça se passe. Donc au numérateur, il faut bien prendre les prix de 2000, on est d'accord? C3, C6, c'est bien les prix de 2000, et les combiner avec quoi? Avec les quantités de 1990. Ok? Donc c'est bien ça. Ça c'est bien P2000 scalaire Q90. Ok? Et on a fait le sum prod qui dit bien ce que ça veut dire, c'est le somme des produits scalaires. Et ça, on le divise par quoi? On le divise par la dépense P90 scalaire P90. Donc je peux refaire un sum prod, ou comme je l'ai déjà fait, il est ici, en fait, là-haut, là, j'ai déjà calculé la dépense... non. Ouais, j'ai déjà calculé la dépense pour 1990, c'est 567,9, d'accord? Donc je ne vais pas le refaire, j'ai déjà calculé. Ok? Et si je multiplie ça par 100, vous noterez que sur Excel, je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse parce que la multiplication est toujours prioritaire. C'est comme sur votre calculatrice. Donc quand je lui mets multiplié par 100, il ne va pas diviser, et prendre le numérateur. C'est tout le temps la multiplication qui passe devant. Donc je n'ai pas besoin de mettre de parenthèse. Si vous êtes sûr, vous mettez des parenthèses, ça ne fait jamais de mal. Mais si vous mettez beaucoup de parenthèses, ça finit par être compliqué. Donc là, je dois obtenir le résultat. Ok? Donc ça, c'est directement 113,17 comme vous l'aviez dit. Donc c'était le bon résultat. Bravo. Maintenant, comment doit-on faire pour avoir les indices élémentaires? À partir des indices élémentaires, déjà, il faut calculer les indices élémentaires. Et après, il faut utiliser les coefficients budgétaires. Les coefficients budgétaires, on les a déjà, ils sont au-dessus. D'accord? On les a. Ils sont au-dessus. Par contre, les indices élémentaires, on ne les a pas calculés. Donc je les fais là. D'accord? Je les fais là. Non, je les fais là. Je les fais là, voilà. Ils sont là. D'accord? Je ne les ai pas calculés. Donc je vais devoir les calculer. Donc il faut que je calcule. Je vais calculer ici. Je vais mettre les indices élémentaires en base 100 1990. Parce que je calculais un L'Asper en base 100 1990. Évidemment, si après je veux décaler de l'Asper, ça ne sera plus forcément du base 100 1990 pour les indices élémentaires. À chaque fois, il faut que dans ma formule, évidemment, la base, enfin l'indice élémentaire qui correspond à la même période d'étude que l'Asper. Donc comment je fais ça? Ok, l'indice élémentaire des prix, il est égal à quoi? Il est simplement égal à, j'ai là-haut, d'accord? C'est tout là-haut. C'est ceci divisé par la même chose, d'accord? Mais évidemment, je veux le recopier, donc je veux mettre un dollar. Donc le dollar,
je dois le mettre devant le B, d'accord? Je dois le mettre devant le B, parce que c'est bien par rapport à 1990 que je veux prendre ma base. Donc je divise $B3 multiplié par 100. D'accord? Je rentre cette formule, et en bas, ça me calcule 100. Ok? Et ça, je peux le copier ici, et ça me donnera tous les indices élémentaires des prix. D'accord? Ça, c'est bien, j'aurais dû le mettre là. Ça, c'est bien indice, prix, base 100, 1990. Ok, d'accord? C'est ce que je viens de calculer ici. On est d'accord? Bon, donc maintenant, on va faire la même chose pour les quantités. Et on me demande de calculer le Laspert des prix. Après, on pourrait peut-être faire le Laspert des quantités si vous voulez, mais je réponds à la question. On me demande de calculer le Laspert des prix, c'est ici. Comment je vais faire? D'accord? Eh bien, je vais faire une moyenne pondérée. Je dois faire une moyenne pondérée de tout ça là, de cette colonne. Je dois faire une moyenne pondérée de tout ça. 110, 10%, 13%, 30,7%, 31,3%. D'accord? Et avec quoi je vais le pondérer? Je vais le pondérer avec les coefficients budgétaires de l'année 1990, parce que c'est un Laspert. Donc, pour faire une moyenne pondérée, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que j'utilise un SUMPROD. Une moyenne pondérée, c'est simplement un SUMPROD, un produit scalaire, des coefficients scalaires, ceux sur quoi on essaie de moyenner. Okay? Donc j'utilise aussi, pour faire une moyenne pondérée, je fais un SUMPROD. Un SUMPROD de quoi? Un SUMPROD, donc j'écris SUMPROD là-haut. Un SUMPROD où je vais utiliser les coefficients budgétaires de l'année 1990, ceux-là, d'accord? Ça, c'est mes pondérations dans ma moyenne. Et ces pondérations somme à 1. C'est une moyenne pondérée, les pondérations somme à 1. Donc ça, c'est les coefficients. Et ces coefficients, alors vous voyez là, c'est un peu compliqué parce qu'évidemment, je les applique à un tableau qui est bien en dessous. Bon, on peut y arriver quand même. Ces coefficients, je les applique à mes indices élémentaires. Donc là, en fermant cette parenthèse, j'ai bien fait la moyenne pondérée des indices élémentaires. D'accord? Je multiplie par 100. Bah non, parce que vous voyez que les indices élémentaires, ils sont déjà à 100. Quand je vais prendre la moyenne, c'est un truc qui va aussi être à peu près autour de 100. Donc j'ai pas besoin de multiplier par 100. Donc si je rentre le résultat, on doit trouver le même résultat. Ok? Et vous voyez, ça a marché, on a trouvé exactement le même résultat. On a trouvé exactement le même résultat. « 113,17. 0,93. C'est le même résultat parce que c'est un résultat mathématique. Donc après, il peut y avoir des erreurs d'arrondi, il peut y avoir... Mais là, Excel, je demande de mettre plein de chiffres après la virgule. Peut-être que là, j'en ai mis un peu trop. Je peux réduire le nombre de chiffres après la virgule. C'est le même résultat, bien sûr. D'accord? Oui? Mais l'indice élémentaire, c'est juste l'augmentation du prix entre 1990 et 2000. Donc, l'indice élémentaire que j'ai calculé ici dans ce tableau, comment j'ai fait pour avoir cet indice élémentaire qui est là? Ou celui-là, par exemple. J'ai dit c'est 110. C'est bien le prix de 2000 divisé par le prix de 1990 multiplié par 100. C3 divisé par B3 multiplié par 100. Est-ce que c'est ça? Regardez ce que c'est C3 et B3. C3, c'est bien le prix de 2000 divisé par le prix de 1990, B3 multiplié par 100. Donc j'ai calculé l'indice élémentaire. Les prix ont augmenté de 10% pour les biens. 1,110. D'accord? Ils ont augmenté de 13% pour les services marchands, ils ont augmenté de 30,7% pour le logement et de 31,3% pour les services non marchands. Donc si je fais une moyenne de tout ça, pondérée par les poids de chacun des biens dans la dépense, j'obtiens l'indice de Laspert des prix. D'accord? Donc l'indice de Laspert des prix, c'est au total dire que finalement, entre les deux années, sur 10 ans, d'accord, l'inflation aura été de 13,17%. Ok?
Ok. Maintenant, après, de ça, vous pouvez éventuellement calculer une moyenne annuelle, etc. Donc, on a répondu à la question. Donc, évidemment, je vous conseille éventuellement de faire la même chose pour 2000-1990 pour les quantités. Pour les quantités, vous faites exactement, vous procédez de la même manière. Cette équation, est-ce que je peux la recopier? Si je la recopie pour les quantités, ça va me donner quoi? En fait, ça n'a pas l'air de marcher, d'accord? C'est quand je vais recopier pour les quantités, d'accord, vous voyez, ça dit un peu n'importe quoi. C'est qu'en fait, il n'était pas assez précautionneux. Pourquoi? Parce que le tableau du haut, il est quoi? Ah oui. Non, il n'est pas décalé, c'est parce que... oui, non, parce que, bien sûr, j'ai figé à la colonne B3. Donc, comme j'ai figé à B3, d'accord, il a pris comme référence les prix de l'année 1990 pour calculer l'indice. Donc, évidemment, ça ne va pas, d'accord? Ça ne va pas. Donc, c'est logique qu'il n'allait pas y arriver. Il a fait C3 divisé par B3, alors qu'on aurait divisé par quoi? Par F3, d'accord? Donc cette fois, c'est juste. Ça peut arriver de se tromper, hein. Vous essayez, vous voyez bien, quand vous trouvez un résultat stupide, vous savez que vous êtes trompé. Donc là, cette fois, c'est juste, d'accord? Et donc là, l'asper des quantités, même calcul, d'accord? Comment vous faites? Directement, on l'a là. Indirectement par les indices élémentaires, c'est bien 2000 par rapport à 1990. Vous refaites un somme prod. Somme prod de quoi? Somme prod des indices élémentaires de quantité. D'accord? Donc la quantité a augmenté de 14%, 30,2%, etc. Donc ça, c'est... Vous allez prendre une moyenne de tout ça. Moyennée par quoi? Moyennée par les mêmes coefficients budgétaires. D'accord? La formule avec les coefficients budgétaires s'applique aussi aux quantités et vous obtenez exactement le même résultat que si vous l'aviez fait directement. D'accord? Donc, on peut aussi, sur le LASPER, le faire directement comme ça, avec les coefficients budgétaires. Sur l'ASPER des quantités, pour les quantités. Bon, on en revient à nos questions, parce qu'on a quand même des questions. Donc ça, on l'a fait, et on trouve la même chose. 113,17. Donc on est content, ça a fonctionné. On peut le faire pour tous les biens, hein. Ah non, pas pour tous les biens, on peut le faire. Pour tous les biens. On peut le faire pour, voilà, on peut le faire pour toutes les années de la même manière, d'accord? C'est un indice synthétique. En utilisant l'une des deux méthodes de la question 5, calculer l'indice de quantité de l'asper pour 2000 en prenant l'indice 90 comme référence. C'est ce que je viens de faire. Donc on est d'accord que l'indice de l'asper 0,090, il est simplement égal à 100 fois. Vous comparez Q00 à Q90 en neutralisant, en utilisant les prix de 90. D'accord? Ok? Donc, pour le faire, vous faites un sum prod, vous faites au numérateur le sum prod de quoi? Et ben, vous allez combiner les quantités de 2000 qui sont ici, d'accord, avec les prix de 90 qui sont là. Donc ça et ça, c'est ce que vous combinez ici par ce produit scalaire. Et puis au dénominateur, vous mettez simplement la valeur de panier initial. De la même manière, ceci, c'est aussi, vous pouvez calculer pour chacun des biens un indice élémentaire de 0,0 par rapport à 90. C'est ce qu'on a fait dans le tableau, d'accord, pour chacun des biens. Vous pouvez appliquer le coefficient budgétaire du bien en 1990. Vous faites la sommation, vous faites une moyenne pondérée de ces trucs-là, et vous obtenez la même chose, d'accord? On l'a fait sur le fichier Excel. Donc, les coefficients budgétaires, ils s'appliquent au prix comme aux quantités. C'est le même principe. Okay, si les quantités de chacun des biens ont augmenté de plus 10 et de 20%, c'est-à-dire que les quantités ont augmenté entre 10 et 20%, qu'est-ce que vous allez donner comme indice? Entre les deux, et vous mettez plus de poids, évidemment,
à l'endroit où vous dépensez le plus. Donc c'est la même idée. Que nous dit la comparaison de l'indice de prix? Alors donc là on a trouvé combien? Ça fait combien ça? 100, on l'avait calculé, ça fait 120,37. D'accord? Et l'indice de l'Asper des prix, on avait trouvé combien? 113,7, non c'était ça? 113,17. Ok? À un moment, on avait aussi calculé, mais c'était dans une vue précédente, on avait aussi calculé l'augmentation de la valeur totale. Donc je le note comme ça, d'accord? Ça c'est I0090PQ, c'est un indice élémentaire, c'est pour ça que je ne mets pas un L ou un P, c'est un indice élémentaire qui nous dit de combien a augmenté la dépense entre 0,0 et 90. Ça avait augmenté de combien? C'était combien? 128,4, non? On l'a calculé, hein. Je veux savoir de combien le panier a augmenté. C'était ça, on l'avait calculé, c'était 128,67. Alors vous voyez, bon, là, ce tableau, je l'ai calculé avec les mauvaises données, mais c'est pas grave. Elles sont à peu près les mêmes au niveau du total, c'est pas si différent que ça. Ah si, c'est un peu différent. Non, il faudrait que je le recalcule. C'est 128,67. D'accord? Il faudrait que je le calcule en faisant non pas C12 divisé par B12, mais plutôt en faisant là il faudrait que je le recalcule en le faisant à partir de ce tableau là. Donc ça serait, au lieu de faire ça, non. D'accord? Ce que je voudrais, c'est recalculer ce tableau-là, mais en utilisant les bonnes données. Et les bonnes données, c'est celle-là. C'est J3 divisé par J3 avec un dollar devant le J multiplié par 100. D'accord? Ça, c'est bien l'indice de valeur. Voilà. Donc là, je l'ai fait, mais avec les bonnes données. Donc sur le total, ça a augmenté de 136,23. C'était ça qu'on avait trouvé? K7 sur 17. Ok. 136,23. Si je reviens en arrière, d'accord? D'accord? Les dépenses totales ont augmenté de 36% entre 0,0 et 90. Et vous voyez que ce 36, cette augmentation, c'est une augmentation de l'inflation de 13%, plus 13,17% d'inflation, et l'augmentation des quantités de 20,37%. D'accord? Mais attention, il y a un problème, c'est pas un problème, mais c'est que vous vous rappelez que pour un indice élémentaire, quand vous multipliez un indice élémentaire de prix par un indice élémentaire de quantité, vous obtenez un indice de valeur. Ici, c'est pas vrai pour un Asper. C'est-à-dire que si je combine un Asper des prix avec un Asper des quantités, ça ne me donne pas l'augmentation de la dépense. Vous pouvez vérifier. Faites la multiplication de 1,1317, donc l'augmentation des prix, par l'augmentation des quantités. 1,2037. Ça fait combien ça? 1,362. Vous êtes sûr? 1, combien? 1,361. Donnez-moi des chiffres après la virgule. 361, 3,
Bon, vous voyez que là, pour le coup, s'il demande d'avoir des chiffres après la virgule, c'est que ça fait 1,3613. D'accord? Et vous voyez que 1,3613, c'est différent, même si c'est pas très éloigné, de 1,3623. 1, combien? Ok, on peut le faire sur Excel, c'est le juge de paix. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. D'accord? C'est que je dis, ok, qu'est-ce qu'on a fait? Le calcul qu'on a fait, c'est, regardez, vous faites, bah, il est là ce calcul, c'est l'indice, ah non, vous faites l'indice de l'asper des prix multiplié par l'indice de l'asper des quantités. Ok? Donc ça nous fait quoi? Ça nous fait ceci multiplié par cela divisé par 100. Ok? Moi je trouve... Non, je me suis trompé, je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Ça fait pas H18 multiplié par I118, ça fait H18 multiplié par ceci, d'accord? Ok? Multiplié par A19. Ok? Et moi je trouve 136,220. Ok? Donc c'est ça. Maintenant, je viens de faire le produit d'un indice de prix par un indice de quantité, tous les deux de l'asper. Pourquoi je fais ce calcul? Parce que je pense qu'en faisant ce calcul, ça doit me dire quelque chose sur l'augmentation de la valeur. D'accord? Exactement comme lorsque je n'ai qu'un seul bien, j'ai indice de prix plus un indice de quantité, ça me donne un indice de valeur. Donc ici, ce serait l'augmentation de la valeur. Et quand je regarde l'augmentation de la valeur, d'accord, elle est ici, cette augmentation de la valeur, on est d'accord? Elle est là, ok? Et bien, je vois que c'est proche, mais que c'est pas exactement la même chose. C'est proche, mais ce n'est pas exactement la même chose. Il y en a un qui vaut 1,3622,03 et l'autre qui vaut 1,3622,98. Donc ça veut dire que quand je multiplie un l'asper des prix par l'asper des quantités, j'obtiens quelque chose qui est proche d'un indice de valeur, mais qui n'est pas exactement l'indice de valeur. C'est proche, mais ce n'est pas exactement. Alors là, vous allez dire, c'est tellement proche que je chipote. Ben non. Regardez ce qui se passe. Donc les deux sont différents. Bon, donc là c'est 36,20 et 36, je sais pas combien. 36,22 et 36,23, d'accord? Allez voir sur le truc Excel. Ce que je dis juste, c'est que regardez, si vous faites, vous prenez l'indice de l'asper des prix. L'indice de l'asper des prix, c'est quoi? C'est P00, Q90, P90, Q90. Ceci, c'est pas l'indice de l'asper, c'est plutôt précisément le coefficient multiplicateur. J'aurais deux en termes de coefficient multiplicateur. Vous le multipliez par l'asper des quantités. L'asper des quantités, c'est P90 multiplié par Q. Non, c'est l'inverse. C'est P90, si c'est ça. P90 multiplié par Q00, on est d'accord? Et au dénominateur, c'est P90 scalaire Q90. Ok? Ben, c'est ça qu'on a fait comme opération. Vous voyez que ceci, c'est pas la même chose que P90 scalaire Q90 sur P00 et au numérateur P00 Q00. Pourquoi? Parce que, vous voyez, bon, pour le P90 Q90, d'accord, mais il y a des choses qui ne s'annulent pas. On ne peut pas enlever, vous voyez, on voudrait au dénominateur combiner le P00 qui est là avec le Q00 qui est là. Donc on voudrait en fait barrer des choses. Mais on ne peut pas les barrer parce que c'est des scalaires, c'est des produits scalaires, c'est des vecteurs, c'est pas des nombres. Donc on ne peut pas les barrer.
voyez, ça, on ne pourrait pas, on peut pas éliminer. Ce qu'on aura envie de faire, c'est dire, bah tiens, le P90 qui est là, bah boum, je vais l'enlever, je vais barrer ça et ça, d'accord? Et puis après, je vais barrer ça et ça, d'accord? Et ce qui me restera, c'est P0, Q0 et P90, Q90. Bien sûr que non, vous ne pouvez pas barrer. Non. On ne peut pas barrer. Parce que c'est des scalaires, ça n'a pas de sens. C'est des produits scalaires. Si ça avait été des nombres, bien sûr qu'on l'aurait fait. Et ça ne posait pas de problème, on aurait le résultat. Donc vous voyez que, malheureusement, il se trouve que l'asper des prix divisé par 100 multiplié par le l'asper des quantités divisé par 100 ne donne pas l'indice 90,00 des quantités des valeurs divisées par 100. C'est faux, ça ne marche pas. D'accord? Qu'est-ce qui marche? Exactement. Ce qui marche, c'est ça. C'est le I90,00 PQ divisé par 100. C'est un l'asper des prix avec un pâche des quantités. Ou vice-versa. Ou encore un pâche des prix avec un l'asper des quantités. Voilà, j'ai mal au dos à force de... Et il faudrait équiper l'amphithéâtre avec un petit pupitre. Non mais vous savez, moi je commence à être âgé, après avoir des maladies professionnelles. Ben, c'est ça, hein, le confort, l'ergonomie. Si vous voulez que les gens... moi je prends ma retraite à mes collègues là, qui sont là avec ceux que moi, je prends ma retraite à 69 ans, donc c'est encore, j'imagine, ça dépend de moi. Enfin, pas trop, mais 69 ans. Et 69 ans, je suis encore là à me tendre. C'est pour ça que j'ai occupé au tableau, c'est trop fatigant comme métier. Bon, heureusement, moi je ne me fais pas braquer par les étudiants, enfin, c'est quand même sympathique. Bon, donc, quand vous combinez les deux l'asper, vous n'obtenez pas un indice de valeur. Il faut combiner un l'asper avec un pâche. Et que ce soit un l'asper de prix avec un pâche des quantités. D'accord? Donc c'était juste ici ce résultat-là qu'on voyait. Pour le l'asper, ça ne marche pas. Que nous dit la comparaison calcul l'indice de quantité l'asper, que nous dit la comparaison de l'indice de quantité et l'indice de prix? Je ne sais pas si c'est la question qui était posée en fait. Que nous dit la comparaison? Elle nous dit simplement, vous n'allez pas comparer un prix, une quantité, c'est... Je ne sais pas, je vois pas l'intérêt de la question. On va l'écouter. Ok. Donc, en tout cas, on a calculé les deux. Augmentation du niveau général des quantités de 20,37, 13,17. Et cette remarque qui est que si on combine les deux, on n'a pas exactement l'augmentation de la valeur, mais on a presque l'augmentation de la valeur. D'accord? À 4 chiffres après la virgule, c'était juste quand même. Heureusement, c'est pas non plus totalement stupide. En comptabilité nationale, l'indice d'inflation est un indice de l'asper, d'accord? Et l'indice des quantités, qui est le PIB en volume, le PIB en volume, est aussi un indice de l'asper, d'accord? On n'a pas un indice de pâche, ça ne choque personne de le faire de cette manière-là. C'est une approximation, mais ce n'est pas rigoureusement juste. Ok. Ah oui, il nous reste que 13 minutes. Ah. Donc on aurait terminé cet exercice. On a terminé cet exercice. Dernier exercice, les propriétés des indices synthétiques. Donc cet exercice, il est très mal foutu, mais ça nous permet, comme on a commencé déjà à le faire, ça nous permet de faire ça. Bon, ok, une question comme ça. C'est hors machin, mais c'est au programme du cours. Donc ça peut être un programme de l'examen. J'ai dit qu'un l'asper des prix, c'était la moyenne des indices élémentaires pondérés par les coefficients budgétaires initiaux. Un pâche des prix, c'est quoi? C'est la moyenne des indices élémentaires pondérés par les coefficients terminaux. Si on nous dit un l'asper des prix, c'est la moyenne des indices élémentaires des prix pondérés par les coefficients budgétaires initiaux. Donc évidemment, vous allez sauter à pieds joints dessus, vous allez dire, mais un pâche des prix, c'est quoi? Un pâche des prix, c'est la moyenne des indices élémentaires pondérés par les coefficients budgétaires terminaux. Vous dites oui. Eh bien non. C'est là où le pâche est tordu, et c'est la raison pour laquelle on n'utilise pas beaucoup le pâche. C'est que, si vous avez lu un cours de mardi, je vais passer un peu de temps à montrer un résultat qui vous montre que le pâche
n'est pas la moyenne pondérée par les coefficients budgétaires terminaux des indices élémentaires de prix. Le PACH, c'est l'inverse du PACH, 1 sur le PACH. 1 sur le PACH, c'est la moyenne des inverses des indices élémentaires pondérés par les coefficients budgétaires terminaux. Donc c'est un peu tendu. C'est ce que j'avais dit, c'est imaginer qu'à la fac, on calcule votre moyenne, non pas en faisant la moyenne de vos notes avec les coefficients, mais en faisant la moyenne de l'inverse de vos notes avec des coefficients, et après en prenant l'inverse de la moyenne. D'accord? Ça serait un peu compliqué, mais malgré tout, ça donnerait quand même quelque chose qui est une moyenne. Un indice de PACH, c'est ça. Un indice de PACH, le PACH des prix, c'est l'inverse de la moyenne des inverses pondérées par les coefficients terminaux. Donc, allez expliquer ça à quelqu'un dans la rue en lui disant c'est comme ça qu'on construit un indice de prix. C'est pour ça qu'on utilise peut-être l'Asper, parce que l'Asper c'est le plus simple à comprendre, d'accord? Bon. Définir ce qu'est un indice transitif. C'est quoi un indice transitif? L'indice transitif, c'est juste expliquer que vous avez 3 dates, 0, 1, 2, d'accord? Et évidemment, l'indice élémentaire, il est transitif dans le sens où l'indice de 2 par rapport à 0, d'accord? C'est l'indice, c'est cette première évolution, puis cette deuxième. Donc c'est l'indice de 1 par rapport à 0, multiplié par l'indice de 2 par rapport à 1. Le tout divisé par 100 pour que ça reste sur une base 100. D'accord? C'est ça la transitivité. Et bien ceci n'est pas vérifié pour un indice de l'Asper. Ceci n'est pas vérifié pour un indice de l'Asper. Un Lasper, si vous prenez un Lasper des prix, d'accord, l'indice de l'Asper de 2 par rapport à 0, il est différent de l'indice de l'Asper de 1 à 0, multiplié par l'indice de l'Asper de 2 à 1 des prix, divisé par 100. C'est différent. Et pourquoi c'est différent? Simplement parce que regardez la différence. C'est que l'indice de l'Asper des prix ici, de 2 par rapport à 0, c'est quoi? Je mets en termes de coefficient multiplicateur. C'est juste P2 Q0 divisé par P0 Q0. D'accord? Et le produit que je mets à côté, c'est quoi? C'est P1 Q0 divisé par P0 Q0, donc ça c'est pas mal, multiplié par P2 1. Donc P2 1, ça fait P2 Q1 sur P1 Q1. On est d'accord? Mais vous voyez que les deux sont différents. Pourquoi les deux sont différents? Parce que on aurait bien aimé, comme on pouvait le faire dans ce truc-là, dans le premier, ici, c'était tout simple. On n'avait pas cette histoire de Q0 et de Q1, etc. Donc, c'était tout simple. Le I1, 0, ça nous faisait tout simplement, c'était X1 sur X0, multiplié par X2 sur X1. Donc, dans ce cas-là, boum, vous pouvez virer le X1 ici et ici, il nous restait du X2 sur X0, divisé par 100, ça nous donnait bien, enfin, ça nous donnait meilleur, multiplié par 100, ça nous donnait bien un indice. D'accord? Ici, on ne peut pas. On aimerait bien pouvoir virer des choses, mais en fait, on ne peut pas le faire. On a bien un P0 Q0 qui est là. Ici, on a quelque chose, on aimerait bien avoir un P2 Q0, mais oui, on n'a pas un P2 Q0, on a un P1 Q0 et puis un P2 Q1. Donc on n'arrive pas à les barrer. Donc ça, c'est quand même assez gênant comme problème. Et on comprend bien intuitivement pourquoi c'est le cas. Un indice de l'Asper, il n'est pas cumulable. Donc si vous avez une inflation de 10% une année et de 5% l'année suivante, on ne peut pas dire que du point de vue d'un indice de l'Asper rigoureux, ça fait une inflation de un peu plus de 15% sur les 2 années. C'est pas exactement ça. D'accord? Pourquoi? Parce que simplement, dans l'indice de l'Asper, vous voyez bien qu'il remet à jour à chaque fois la pondération qu'on utilise. Alors que quand on cumule, on utiliserait la pondération initiale. D'accord? Donc le problème, c'est que quand vous cumulez ici, vous allez utiliser les coefficients budgétaires initiaux, en quelque sorte, pour pondérer, mais dans le calcul qui est à droite, vous rechangeez à chaque fois votre pondération. Donc on ne peut pas les cumuler. Donc ça, c'est un problème, et ça donne lieu à un truc qu'on appelle les chaînes de l'Asper. C'est pas grave.
l'indice de l'Asper n'est pas cumulable, qu'il soit un indice de prix ou un indice de quantité, c'est tout le temps vrai, d'accord? Donc ça veut dire que sur l'inflation, vous ne pouvez pas cumuler l'inflation. De la même manière, vous ne pouvez pas cumuler le PIB en volume. C'est-à-dire que quand on dit que vous avez une croissance de 3% une année et une croissance de 4% l'année suivante, vous ne pouvez pas faire 1,03 fois 1,04 pour dire rigoureusement que l'indice du PIB en volume a augmenté de temps. Ben, l'INSEE, ils s'en foutent. Ils disent, on fait comme si ça l'était. On fait, il n'y a pas d'INSEE, tout le monde fait ça. On fait ce qu'on appelle des chaînes de l'Asper, ou des Lasper enchaînés. Donc on fait comme s'ils étaient cumulables alors qu'ils ne le sont pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, l'INSEE révise ses bases aussi pour repartir sur une certaine base. Tous les 10 ou 15 ans, l'INSEE crée des nouvelles bases. Et n'oubliez pas qu'il y a des gens qui ont mesuré la croissance depuis Jésus-Christ. D'accord? Donc, évidemment, à Jésus-Christ, il n'y avait pas de téléphone portable, il n'y avait même pas de tablette Wacom. C'est juste. D'accord? Ça n'empêche pas qu'on peut dire quelque chose sur ça et que ça a une information. Donc, il y a des gens qui ont passé leur temps à ça, Madison, d'autres. Et la semaine prochaine, on aura un exercice là-dessus. Donc, évidemment qu'on peut dire des choses sur la croissance économique, mais ce qui est sûr, c'est que si on révise comme ça les indices, ben, ça ne marche pas. Calculer un indice de prix de Pache pour étudier l'évolution entre 2000 et 2010. Bon, l'indice de prix de Pache, on l'a déjà vu, on ne va pas le recalculer, ça ne me semble pas être important. Il vous reste 5 minutes. On pourrait calculer l'indice de Pache. Vous voulez calculer l'indice de Pache? Et surtout, vous pourrez calculer l'indice de Pache avec l'histoire de 1 sur. Ça vous dit pas de faire ça? C'est assez facile. Allez, c'est Excel. On l'a vu en cours. Hein. Donc ça veut dire que c'est le programme de l'examen. Parce que c'est simple. Hein. Ce qui fait le programme de l'examen, c'est les cours, c'est pas les DE. Les DE sont évalués par les interros, d'accord? Et l'examen, lui, il porte sur l'intégralité du cours. Comment? Ah ben, l'interro du 10 novembre. Du 10 novembre et du 5 décembre. Et après, il y a un examen à la fin. Les partiels, c'est très difficile. Ah ben, ça ressemble un peu aux interrogations écrites, c'est pas non plus totalement différent. Hein. C'est pas le même genre de truc. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a des aspects du cours que quelquefois on ne voit pas en DE. Par exemple, le fait que l'inverse du Pache, c'est la moyenne des inverses. Et ça peut très bien, y avoir une question à l'examen là-dessus. D'accord? Bon, mais en même temps, ça ne sera pas la question principale, parce que si on ne l'a pas traité en DE, c'est qu'on a considéré que c'était peut-être moins important. Montrer que l'indice de valeur peut s'écrire comme le produit croisé de l'indice de l'Asper et l'indice de Pache. Très jolie propriété. C'est quoi l'indice de valeur? L'indice de valeur, c'est entre l'année 1 et l'année 0. C'est P1, Q1 sur P0, Q0, multiplié par 100. D'accord? Ben, l'indice de l'Asper, c'est quoi? C'est P1, Q0, divisé par P0, Q0. Donc, si je veux avoir une égalité, il faudrait que je mette quelque chose qui soit P1, Q1 ici, d'accord? Et puis ici, P1 scalaire Q0. Pour qu'on puisse barrer ça et ça. Vous allez comprendre? Ici, j'ai écrit quelque chose qui ressemble à un indice de l'Asper, d'accord? J'ai écrit de l'Asper des prix. Et si je veux que le Asper des prix multiplié par quelque chose me donne l'indice de valeur, il faut que ce quelque chose, ce soit P1Q1, pour qu'on ait bien P1Q1 qui soit là, divisé par P1Q0, pour que le P1Q0 qui est là et P1Q0 qui est ici s'en aille. Et ce que vous voyez, c'est que ceci est bien un indice de l'Asper des prix, et ça, et ben ça, regardez, c'est un Pache. C'est un Pache des quantités. D'accord? Bon. Et évidemment, il faut que je divise par sens, comme les deux sont en 100 pour obtenir le résultat. D'accord? Vous voyez, l'indice de valeur, c'est un Asper des prix et un Pache des quantités. Et j'aurais pu faire l'inverse. Je peux aussi dire que cette même quantité, la P1Q1, c'est simplement, ça peut être un Pache des prix. Un Pache des prix. Un Pache des prix, c'est quoi? C'est P1Q1 divisé par P1Q0. P0Q1, voilà, j'ai un peu vite. Ça, c'est un Pache des prix, d'accord? Et vous voyez,
De la même manière, si je veux que ça fonctionne, ici il faut que je mette un P0, Q0, et en haut, un P0, Q1, multiplié par 100. Bah, ça, parce que si je fais ça, vous voyez que ça et ça s'en va. Donc j'ai bien P1, Q1 divisé par P0, Q0. Ce qui est à gauche, c'est quoi? C'est bien un page des prix. Voilà, un page des prix divisé par 100, d'accord? Et ce qui est à droite, là, c'est quoi? C'est un Laspers des quantités. D'accord? Donc évidemment, l'indice de valeur, vous pouvez le voir comme soit le produit d'un Laspers des prix par un page des quantités, soit le produit d'un page des prix par un Laspers des quantités. Ok? Allez, la dernière, parce que là il est juste 11h59. C'est moi qui ai l'heure et c'est moi qui dirige l'enfant. Le premier qui me conteste, je lui mets, je l'envoie aux sections disciplinaires. Je termine, non, mais parce que je sais que la dernière question elle est facile. L'indice de Laspers est-il préférable à l'indice de Lepage pour étudier l'évolution des prix? Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, pourquoi? Ouais, je pense que la meilleure réponse est oui, c'est plus simple. Parce qu'effectivement, l'indice de Laspers, c'est la moyenne pondérée par les coefficients initiaux des indices de prix élémentaires, alors que le Lepage, c'est l'inverse de la moyenne des inverses. Mais aussi parce que vous prenez comme pondération la structure initiale, et ça paraît peut-être plus cohérent. Bon, il y a un biais de substitution dont on a un peu parlé. Regardez en cours ce qu'on a dit là-dessus, selon les élasticités. C'est une issue assez classique en économie. Voilà, je vous remercie. Je vous souhaite de bonnes vacances et profitez-en pour travailler. Un petit peu, pour reposer